la matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV et c'est la matinale qui booste votre journée du 12e mois de l'année 2024. Eh bien, nous y sommes et on restera beaucoup plus au Ghana aujourd'hui ou à Kodjo-Viakopé. Les populations étaient en liesse au lendemain donc, des élections présidentielles et législatives dans ce pays qui voit donc confier à nouveau la destinée de la nation à l'ancien président John Mahama Dramani. Mais nous irons également au Sénégal pour faire donc un rapprochement avec l'apaisement qui a caractérisé ces joutes électorales. On parlera donc de ces faits d'un instant à l'autre. Mais avant tout cela, on retrouve Baquet pour voir ce qui fait l'essentiel de la presse ce matin. C'est donc le premier acte de cette émission, la revue des titres. Bakera, bonjour. Bonjour Ametonou, bonjour à toutes et à tous. Alors au Togo, on peut dire que cette fin d'année s'annonce très bonne pour les populations. De toutes les façons, il y a ajustement des prix au niveau de la conduite comme des stations, donc au niveau carburant, et également la question des ressources financières. Et voilà, on va commencer évidemment par la nouvelle tribune qui souligne une baisse de produits pétroliers à la pompe accompagnée d'un réajustement des tarifs de transport interurbain, une mesure bien accueillie par des usagers togolais, je vais dire certains usagers, puisque nous avons promené nos micros, il y a toujours grincement dedans parce que c'est une baisse insignifiante pour certains taximens et conducteurs de taxi moto. Donc il faut dire que c'est une mesure bien accueillie par des usagers togolais. De son côté, Canal D parle donc du cadeau de Noël anticipé tout en prévoyant l'annonce imminente de nouveaux tarifs de transport. En parallèle, la lutte contre la corruption refait surface. C'est le changement qui publie un rapport sur la gestion des marchés publics, pointant plusieurs cas de corruption dénoncés et posant une question cruciale: à quand la tradition des mises en cause devant les tribunaux? Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, la question budgétaire est sous les feux de projecteurs, et ceci avec en toile de fond la corruption et la dette intérieure. Et ces dernières heures Monde qui titre: voici ce que les institutions d'État vont coûter aux Ivoiriens, en détaillant notamment les budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat, du haut représentant, du président de la République et de la haute autorité pour la bonne gouvernance. De plus, l'article met en lumière le curieux budget de 2025 de la CEI qui soulève des interrogations sur la gestion des ressources allouées à cette institution essentielle pour les prochaines élections. Les critiques se prolongent, dont Canard Déchaîné qui qualifie la médiature de la République et la Chambre des rois de deux institutions budgétivores aux missions méconnues des Ivoiriens. Le problème de la corruption en Côte d'Ivoire est également abordé. Dernière heure Monde révèle que le pays est classé 87e sur 180 pays dont le classement mondial de la corruption, reflétant des efforts encore insuffisants dans ce domaine. Par ailleurs, la dette intérieure reste un défi crucial. Canard Déchaîné met en avant les revendications des syndicats nationaux des fournisseurs de l'État de la Côte d'Ivoire qui réclament 39 milliards de francs CFA à l'État pour ses factures impayées. Ces montants alimentent des tensions entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Et cette corruption se balle donc apparaît également au Sénégal dans le domaine de l'exploitation pétrolière. De ce côté, c'est Enquête qui met en lumière les performances de Sangomar avec son titre Les records de Sangomar. La production de ce champ pétrolier a atteint entre 15 et 16 millions de barils au premier semestre 2024, générant un surplus de 4 millions de barils. Ces chiffres promettent des recettes de plus de 500 millions de dollars pour l'État sénégalais en 2025. Par ailleurs, la modernisation de la raffinerie de Mbao d'ici 2030 devrait permettre donc au pays de traiter l'intégralité de sa production nationale. Cependant, ces opportunités s'accompagnent de controverses et c'est Libération qui titre Magouille au cœur de GTA en dénonçant les irrégularités financières dont les coûts pétroliers déclarés par les opérateurs entre 2012 et 2021. BP Tennis Corporation, Camos et Alphage Marine sont épinglés par un audit réalisé par Mazar. L'enquête révèle des surfacturations, des justificatifs incomplets et
des irrégularités comptables dans les transactions importantes. Néanmoins, le pays a de grandes ambitions pour son économie les années à venir. Et c'est l'observateur qui évoque le nouveau plan du chef de l'État avec le titre Diomaye vise loin, témoignant des efforts pour projeter le pays sur la scène internationale. Cependant, les risques économiques ne manquent pas. L'AS alerte sur les flambées des prix du riz indien, une denrée essentielle pour la population sénégalaise. Ce risque pourrait mettre sous pression les ménages déjà confrontés à un contexte économique tendu. La question de la transparence dont la gouvernance fait également la une. L'AS met en lumière les déclarations de patrimoine des responsables du régime. Ces révélations présentées par le président de l'ONA FESI jettent une lumière crue sur les obligations de transparence auxquelles sont soumis les hauts cadres de l'État. Alors, pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, présidentielle, la candidature et controverses font surface alors que sur le plan international, ces mêmes enjeux donnent de belles leçons à la démocratie en Afrique. Et oui, c'est le jour plus qui annonce Ouattara passe de candidat naturel à candidat effectif, confirmant ainsi sa participation active à la prochaine élection. Cependant, le RHDB reste opposé à une révision de la liste électorale, affirmant non et non à une révision de la liste électorale en 2025. Dans un autre registre, dernière heure monde rapporte que Jean-Louis Bilon, attendu au conseil de discipline du PDCI-RDA, a demandé un nouveau report, ajoutant un suspense autour de sa position dont le parti est sur le plan politique. L'accent est mis sur le pluralisme et la démocratie. Canal des titres, Monsieur Tchassona tient au pluralisme. Fort 3, Nyassimbe cédera-t-il, soulevant donc les questions sur l'équité des prochaines élections sénatoriales au Togo. À l'échelle internationale, Canal D propose une analyse des retours au pouvoir des figures politiques majeures comme Lula, Trump et Mahama, soulignant donc cette dynamique renforçant la démocratie. Pendant ce temps, le bâtisseur se penche sur la Syrie, tirant des enseignements pour l'Afrique après la chute de Bachar al-Assad qu'il qualifie de dictateur. Le Togo est sur la voie de réparation mémorielle pendant que la Côte d'Ivoire migre vers une nouvelle loi sur les baux d'habitation. Et la réconciliation nationale et la justice transitionnelle sont largement abordées avec une convergence autour du rôle de H. Le bâtisseur Le Changement met en lumière l'atelier de 3 jours organisé par cette institution engager une réflexion sur les réparations mémorielles. Ce thème est renforcé par Canal D qui évoque également un engagement pour la réconciliation nationale qui des bases dont débat inclusif et constructif. C'était à l'écran. Le jour plus en Côte d'Ivoire mentionne une initiative législative importante avec l'élaboration d'une loi pour régler les contentieux liés au baux à usage d'habitation. Cette réforme en cours de préparation par le gouvernement vise à moderniser et sécuriser les relations locatives, un enjeu crucial pour de nombreux Ivoiriens. Alors le Togo veut désormais réguler les structures sanitaires alors que le Sénégal veut améliorer son système éducatif. C'est une annonce par rapport au changement dans les structures sanitaires qui annonce donc la fermeture des structures sanitaires non autorisées tout en interrogeant les capacités du président du PR Tine Daré à réussir donc là où d'autres ont échoué dans la régulation du secteur. Pendant ce temps, le président sénégalais s'est exprimé lors du forum de Nouakchott. Selon Libération, il a affirmé l'engagement du Sénégal à investir massivement dans une éducation inclusive de qualité. Cette déclaration met en avant la vision à long terme des autorités pour renforcer le capital humain et soutenir le développement durable. Merci donc à vous, Baker, pour cette revue. On vous retrouve demain pour boucler cette semaine la deuxième semaine donc, du mois de décembre. Place à l'instant du jour. Les Ghanéens vivant sur le sol togolais étaient en joie au lendemain donc, du vote. La proclamation officielle des résultats n'a pas du tout été attendue avant que ces citoyens n'expriment leur satisfaction quant à la réélection pour une deuxième fois du président John Dramani
Amani, qui déjà a dirigé ce pays. On vous invite donc à suivre ces populations à travers cet instant. Nous sommes à la frontière entre le Togo et le Ghana, précisément à Kodioviakopé. L'ambiance y est familière, rythmée par les habituels va-et-vient des voyageurs. Cependant, une certaine effervescence anime les ressortissants ghanéennes qui mènent leurs activités économiques dans cette zone. Reconnaissables à leur t-shirt arborant les couleurs du Congrès national démocratique NDC, le parti de l'opposition dirigé par John Mahama Dramani, ces partisanes célèbrent la victoire de leur leader lors des élections générales ghanéennes du 7 décembre. Leur enthousiasme reflète l'espoir d'un changement dans le pays porté par le retour au pouvoir de l'ancien président. Pour certains, cette réélection symbolise une opportunité de lutter contre l'inflation et d'améliorer le système éducatif, deux priorités pour de nombreux citoyens ghanéens. School education Richmond, un cambiste actif à la frontière, partage cet optimisme. Selon lui, le retour de John Mahama au pouvoir est une aubaine. Il espère que le NDC prendra des mesures pour réduire le taux de change, redonner de la valeur à la monnaie locale et faire baisser les prix du carburant, ce qui représenterait un soulagement pour lui et sa famille. Et customer la teva nchama poto nyele quoi donc encha gagbala mni ne gadi dia ela na client la to ane gamdi dio ela na client la sikeke o le sidi ken boy gaiji ta e joma malva yam kare di balate di mauta taxi o cha ami be ga na didi no e ton cha driver ne boga saga ne mbia school tia e tuna na mbe nya ami aiji. L'ancien président ghanéen, âgé de 66 ans, s'apprête ainsi à reprendre les rênes du pays 8 ans après avoir quitté le pouvoir. Sa victoire face à l'actuel président Mahamadou Bawumia, candidat du New Patriot Party NPP, a été saluée par ce dernier qui a reconnu sa défaite au lendemain du scrutin. Les résultats officiels de la présidentielle de 2024 ont été proclamés par Mme Mansa dans l'après-midi du lundi 9 décembre 2024 à Accra. Selon la présidente de la commission électorale, le candidat John Mahama a recueilli 6 328 397 voix, soit 56,55%, tandis que le vice-président et candidat du nouveau parti patriotique NPP, Dr Mahamadou Bawumia, a obtenu 4 657 304 voix, soit 41,61 voix. Elle a cependant expliqué que les résultats ont été recueillis dans 267 circonscriptions à raison des problèmes en suspens dans 9 circonscriptions dont les résultats n'ont pas été encore publiés. Les défis qui attendent John Mahama s'annoncent nombreux, mais les attentes des citoyens restent tout aussi grandes. Merci donc à Bakay, à la rédaction pour cette production. Place à la discussion. Les faits, peut-on dire, se sont suivis et ressembleraient également
sauf qu'il se déroulait dans des pays différents. La coalition Takualu au Sénégal a téléphoné aux dirigeants du PASTEF pour les féliciter sans attendre la proclamation des résultats des législatives. Elle reconnaît cette coalition ainsi et de façon démocratique sa défaite. Vous vous rappelez, c'est au lendemain des élections législatives du 17 novembre dernier dans ce pays. Alors que certains pensaient que le camp présidentiel allait revendiquer la victoire et basculer le pays dans la violence, c'est plutôt le contraire. Le vice-président du Ghana, Mahamadou Bawumia, a accepté sa défaite lors de l'élection de samedi, a félicité l'ancien président John Mahama Dramani. Des similitudes qui contrastent avec des pratiques en cours dans certains pays limitrophes et à ces deux États et qui nous interpellent. Il est donc toujours possible d'organiser des élections et les perdre sans pouvoir les contester, même si nous sommes au pouvoir. Et cela nous amène donc à nous interroger. Élections apaisées au Sénégal et au Ghana, comment en sont-ils parvenus à ces organisations sans heurts? Donatien Awesso, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à nos internautes et nos téléspectateurs. Alors vous êtes expert traducteur agréé, vous êtes aussi conseiller municipal au niveau de Golfe 5. Merci donc pour votre présence sur ce plateau. En face de vous, c'est Gabin Adiaro, lui, on ne le présente plus, juriste de son état, directeur de cabinet Jurist Consulting. Monsieur Adiaro, merci d'être là. Bonjour Monsieur Metonou, bonjour à Monsieur Awissor, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de One TV. Alors, au Sénégal, déjà la présidentielle a été perdue sans contestation par le camp présidentiel, puis les législatives, malgré une campagne électorale des plus violentes sous toutes ses formes. Vous l'avez suivi également. Le Ghana a presque vécu les mêmes réalités. Une campagne sous tension, des fraudes et des tentatives de perturbation annoncées. Mais à l'arrivée, la sagesse et la paix ont triomphé. On a plutôt fêté et évité le chaos. Et là, je m'en vais citer le perdant. Je reconnais ma défaite avant la publication des résultats officiels par la commission électorale pour éviter tout risque de tension et préserver la paix de notre pays. M. Darou, comment analysez-vous ces premiers mots du candidat Mahamadou Bawumia, donc candidat du parti au pouvoir au Ghana? Oui, c'est ce qu'on appelle de l'élégance politique. Il a été très élégant, reconnaissant sa défaite, bien avant même que les institutions de la République aient proclamé la victoire de son adversaire. C'est aussi ça, la vie politique, et c'est comme ça qu'on arrive quand même à se projeter à l'avenir. Et là, il s'est frayé un chemin en restant dans le cœur des Ghanéens comme quelqu'un de fair play, qui accepte sa défaite, peu importe l'adversaire en face. C'est aussi ça, il faut préserver quand même l'harmonie dans le pays. C'est vrai qu'il y a eu véritablement de tumultes avant les élections, il y a eu véritablement beaucoup de choses, et même le jour des élections, il y a eu 2 morts. Mais après, le Ghana doit être au-dessus de tout, et il a privilégié le Ghana et les Ghanéens en acceptant sa défaite bien avant même que les résultats officiels ne soient proclamés. C'est aussi ça l'organisation des partis politiques dans ce genre de pays. Vous prenez le NDC et le NPP, chacun a quand même les candidats indépendants. Oui, ils étaient 12 à cette élection. Quand on prend le jeune Kwame qui était entrepreneur mais candidat, chacun a son quartier, a son QG, et chacun compilait quand même les résultats aussitôt que le dépouillement qui se faisait même sur la place publique, hein, chacun compilait les résultats et les données montraient à ce que bon, c'était John Dramani Mahama qui a gagné les élections, donc c'est tout à fait normal que bon, chez eux, ce n'est même pas un problème de reconnaître sa défaite, hein, c'est plutôt une grandeur de reconnaître que vous avez perdu les élections. Les élections ne sont pas finies, bientôt 4 ans vont passer et puis bon, tu auras encore l'occasion de postuler. Donc le mieux, c'est de préserver l'harmonie et la paix au Ghana. Mais Bawumia a accepté quand même sa défaite. C'est une très bonne chose. Félicitations à lui. Moi, je dis toujours, on peut organiser les élections et les perdre. Dans la plupart des pays anglophones, en ces derniers temps, ce sont les partis au pouvoir qui perdent les élections. Mais ils ne font pas feu de tout bois pour rester au pouvoir. Ils acceptent leur défaite et puis ils laissent le pays à celui-là qui va venir diriger pour les prochaines années.
préserver la paix dans notre pays. Ce mot est fort. Bien évidemment, et ce qui s'est passé au Ghana, c'est pas un miracle, ça peut se faire un peu partout. Le maître mot, c'est la bonne volonté politique. Il y a ce qu'on appelle la volonté politique, mais il faut ajouter le qualificatif, la bonne volonté politique. Et comme l'a dit Gabin, les pays ayant eu le indirect rule nous donnent toujours je parle de la colonisation et ses consorts, nous donnent toujours de la leçon démocratique parce que ils savent bien gérer les choses. Les pays, vous avez vu le direct rule, je parle de là où la France, on a eu le malheur d'avoir croisé la France en chemin. Vous savez très bien comment ils ont essayé de phagocyter ceux qui étaient au pouvoir. Pratiquement, vous allez voir dans ces genres de pays, ceux qui étaient là juste après les indépendances, ou bien après des moments de coup d'État, après les indépendances, ils sont toujours là jusqu'à ce moment. Donc si le Ghana a eu à nous offrir ce beau spectacle, d'abord je vous apprécie pour l'élément que vous avez passé, ça a tout démontré. C'est rare de trouver ces genres d'éléments dans certains pays. Vous n'avez même pas le droit de parler de l'élection, on vous dira d'attendre jusqu'à ce que l'organe qui est en charge de la programmation officielle ne puisse parler. Alors que vous avez aussi, en tant que citoyen, votre monitoring à faire. Vous voyez des choses dans votre milieu, vous pouvez quand même publier et ça aide à avoir de la crédibilité. Mais ici, moi, j'ai tiré beaucoup d'enseignements. Je vais mettre le pied dans les plats, ça va énerver certaines personnes, mais je suis politique, je dois le dire ainsi. Les Ghanéens n'étaient pas restés à la maison en croisant les bras pour attendre que l'alternance ou bien le changement devienne. Ils n'ont pas dit voter ne change rien. Et vous allez voir aussi que d'année en année, les jeunes se désintéressent. On va en arriver tout à l'heure. Oui, ne nous trompons pas en disant que ça s'est passé en quelque chose d'extraordinaire. Le taux de participation a été en décrescendo par rapport en 2019. Donc, prenez pour le Ghana, ça a été en décrescendo. Les jeunes ne s'intéressent plus. C'est quand c'est bon maintenant que les gens viennent. Il y a ces genres de choses qu'on doit commencer par enlever dans la tête des jeunes. Les Ghanéens n'étaient pas restés à la maison en disant que Dieu le fera. Ils sont sortis. Et quand on parlait de NDC-NPP, le Ghana a une culture où dans chaque maison, dans chaque quartier, on a des cellules politiques. Mais dans certains pays, quand vous vous approchez avec la politique, chez un jeune, il te dit, laisse ça, je préfère aller gagner mon pain, ma vie, avec le peu que j'ai, oubliant que tout est politique. Toute décision est politique. Aujourd'hui, on peut vous dire, vous ne dormez plus dans votre maison, les députés peuvent voter ça. Vous allez faire quoi? Si vous vous impliquez politiquement, les compilations par bureau de vote qu'on a eu à voir au Ghana, est-ce que ça se passe dans certains pays? Parce que les partis politiques ne produisent pas des personnes. Ce sont les personnes qui viennent et qui offrent de leurs services dans les bureaux de vote. Quand vous-même vous refusez, que vous restez à la maison, comment vous allez pouvoir avoir des résultats dans les bureaux de vote? Disons des vérités aux gens, même si ça blesse. Le changement, c'est quand vous mettez du vôtre avant que ça ne vienne. Alors, depuis 1992, le Ghana a connu plusieurs élections présidentielles serrées. On connaît déjà le Ghana pour sa culture démocratique, mais l'élection de Bassirou Diomaye Faye, est-ce que vous avez le sentiment que ça a influencé aussi ce qui s'est passé à Accra? Non, pas du tout. Le Ghana a une culture politique et démocratique depuis fort longtemps. Le Ghana, c'est un pays qui n'a jamais basculé dans un certain nombre de choses. Et j'aimerais souligner quelque chose au Ghana, c'est que les gens ont toujours parlé de vote identitaire, ce qui n'est pas le cas au Ghana. Aujourd'hui, quand tu prends les deux candidats qui étaient en élection, les deux viennent du Nord. Les deux viennent du Nord pratiquement, mais les Ghanéens ont voté pour un candidat, John Dramani Mahama, qu'ils ont choisi à la tête du pays. Ça veut dire que ce sont des gens qui mettent le Ghana au-dessus de tout. Et eux-mêmes, ils disent Marvelous Ghana. Donc, c'est un pays qui a une culture politique qui date depuis fort longtemps, où aujourd'hui, John Jerry Rawlings l'avait dit, nous allons mettre en place des institutions tellement fortes que même si le diable venait à prendre le pouvoir, qu'il ne puisse rien changer. Donc, c'est dans cette logique-là que le Ghana est aujourd'hui. Donc, les institutions sont tellement fortes que les populations font confiance à ces institutions-là et se disent, le rôle, Donatien vient de le dire, ils ne sont pas restés à la maison. Ils se sont dit, bon, nous allons essayer de changer les choses. Nous allons choisir celui-là que nous voulons pour venir présider aux destinées de notre pays. Et c'est ce qu'ils sont allés faire. C'est ça la culture politique, c'est ça la culture démocratique. On se sert des élections pour résoudre les problèmes et non pour aggraver la situation de la population. Donc, le Sénégal a fait sa part. Eux aussi, ils ont une culture démocratique.
à la française bien sûr, mais c'est quand même une culture démocratique à féliciter du côté du Sénégal. Et au Ghana, nous savons très bien que c'est un peuple qui n'est pas manipulable. Depuis des années, c'est un peuple qui n'est pas manipulable. Et c'est la première fois aussi que le NPP est en dessous de la barre de 45%. Depuis des années, depuis 1996, le NPP n'a jamais eu moins de 45% aux élections. Mais cette fois-ci, ils sont à 41% et 56% pour le candidat du NDC. Ça veut dire qu'il y a une désapprobation totale de la gouvernance du clan Akufo-Addo et Baoumia. Donc pour moi, les élections au Sénégal, c'est quand même c'est inspirant pour la plupart des pays, mais pas pour le Ghana. Alors vous avez tout à l'heure dit que là où on a eu le malheur de croiser la France, tout est pratiquement phagocyté, c'est ceux qui sont là, qui sont toujours, mais le Sénégal fait exception à cette règle-là. Ça a failli basculer, hein. Vous avez vu, l'ancien président a failli chambouler les choses. Lui était la fougue de la population, la démocratie sénégalaise allait basculer. Et lui était le Conseil constitutionnel. Il faut respecter les gens aussi. Quand on parle des institutions, ce sont les gens qui animent des institutions et des gens de bonne foi. Vous pourrez avoir des gens, on a vu des gens qui ont changé des constitutions dans certains pays, étant même à la fin, non, leur mandat était terminé. Il faut avoir des gens de bonne foi. Quand on vous met quelque part, faites à ce que votre nom puisse rester. Quand vous le faites, pensez à demain. Que diront les générations de moi? Qu'ai-je eu à faire? Donc, pour Bassirou Diomaye Faye et puis Sonko, ce n'est que l'expression du rejet de ce que Macky Sall avait voulu faire. Macky Sall pouvait sortir par la grande porte. Mais je le salue parce qu'il a reconnu sa défaite, parlant bien sûr de son camp au niveau des législatives. Et ils ont eu à féliciter. Et ça, ils sont passés un peu par la porte. Avant, c'était par les fenêtres, ils sont partis. Donc, il faut d'abord que les populations, je reviens toujours, les populations puissent d'abord s'intéresser à la chose. Le changement s'opère d'abord dans les urnes. Laissons ceux qui ont d'autres idées en tête. On ne viendra pas là-bas. Le changement s'opère d'abord dans les urnes. Il faut décider à changer les choses. Quoi qu'il en soit, c'est les populations qui obligent les dirigeants à les diriger de la bonne manière. Oui, mais à ce niveau, il y a quelque chose aussi qui cloche. Lorsque la plupart de ces pays où on connaît des violences, c'est beaucoup plus des contestations. On prête des idées au camp d'en face et c'est ça le gros problème. Lorsque vous parlez des changements à travers les urnes et qu'on estime que le processus n'est pas transparent, les urnes sont bourrées à l'avance, autant de faits. Alors, est-ce qu'il peut y avoir vraiment ce changement-là? Oui, vous avez raison. Ces idées, ce n'est pas des idées qu'on leur prête, c'est des faits vérifiés, parfois. C'est des faits vérifiés. Nous avons vu, dans certains pays, les bureaux de vote doivent être ouverts à 7 heures. Les gens commençaient pas à voter dans les 6 heures, avec des arguties que certains iront au champ, donc ils ne veulent pas que le soleil vienne d'abord. Donc, en voyant tout ça, les populations se démotivent. Mais plus, c'est ça qui devait plus galvaniser les gens. Quoi qu'il en soit, comme on le dit dans le patois, si un noyau doit se crever, il faut que ça aille dans le crâne. Il faut que les gens sortent. C'est une détermination qui fait qu'on arrive à bout. On dit c'est avec une certaine détermination qu'on arrive à la cuisson de la pierre. Vous n'allez pas vouloir cuire une pierre. Je parle du régime qu'on a, plus de 50 ans qui dure. Je prends l'analogie pour une pierre. Pour cuire cette pierre-là, ce n'est pas en 2 heures de temps. Il faut, comme on le dit toujours, je vais toujours citer le patois, qui tient les cornes d'un taureau, ne lâche pas prise. Quand tu lâches prise, c'est fini pour toi. Donc quand les gens ont lâché prise, voilà ce qui s'est passé. C'est des analogies que je fais. Mais ces fraudes dont vous parlez sont avérées. Et ce qui énerve un peu, c'est quand les cours constitutionnels, au lieu de vérifier les choses, de sanctionner, on balaie du revers de main et on dit insuffisant de preuves. C'est des choses qui ne donnent pas de la crédibilité aux gens qui animent ces institutions. C'est ce qui fait que les populations se disent... Mais ils sont là aussi pour dire le droit, Gabin. Vous êtes juriste. Oui, le droit, c'est ça. Le droit lorsque les preuves ne sont pas avérées, est-ce qu'on va les brandir pour dire que ça tient? Non, vous savez, lorsque les preuves ne sont pas avérées, il faut bien vérifier pour savoir si les preuves ne sont pas avérées. Oui, mais c'est quand même des juristes d'un certain niveau qui sont là. Oui, mais non, vous savez, on a tous appris le droit, certains n'ont pas appris
droit que nous autres. Hein. On a été à la même faculté de droit. Maintenant, si tu as la possibilité de gravir les échelons et d'arriver à un certain niveau de la gestion de l'État, il faut faire les choses de telle sorte que ton nom puisse rester. Il faut savoir que tu es en train quand même de conduire le destin d'un pays. Il faut tout faire bien. Chacun, à son niveau de responsabilité, doit faire en sorte que le pays puisse aller bien. Maintenant, si après les élections, il y a des partis politiques qui contestent des résultats et qui amènent quand même certaines preuves, même si ce sont des débuts de preuves, la meilleure des choses, c'est de faire en sorte, c'est de vérifier sur le terrain, c'est de faire ses propres enquêtes pour savoir si ce qu'on est en train de dire, c'est avéré. Si les gens produisent des vidéos et que tu vois que, bon, voilà, dans la vidéo, la justice a quand même la possibilité de vérifier l'authenticité de ces vidéos-là. Donc, si on constate que, bon, la vidéo est authentique, bon, alors là, on peut remettre en cause la crédibilité de ces élections. Mais si la production de ces débuts de preuves et même des preuves, on balaie hein, du revers de main et tout, on dit que bon, tous ces recours n'ont pas, comment on appelle ne sont pas de nature à attacher la crédibilité des élections. Alors là, ça pose problème. Donc ça frustre un peu les populations. C'est ça qui fait en sorte que parfois, les populations se disent, bon, moi, je ne vais pas aller voter, même si je vote. Les gens ont déjà programmé ce qu'ils vont faire et moi, je ne vais pas aller voter. Nous devons sortir de cette mentalité-là. Hein, et même ceux-là qui animent, Donatien l'a dit, ce sont les hommes qui animent les institutions et les hommes de bonne foi, les hommes de valeur qui animent les institutions. On l'a vu hein, dans plusieurs pays. Au Sénégal, Macky Sall, tout puissant qu'il était au pouvoir, ben, la Cour constitutionnelle lui a dit, monsieur, tu ne peux pas reporter les élections à une date inédite et c'est impossible. Les élections doivent se tenir dans les délais et c'est ce qui a été fait au Sénégal. Je pense que nous devons copier les bonnes manières des autres pays et pour aller loin. Ça ne sert à rien parce que nous sommes là, on vient juste faire un petit temps sur la terre et puis après nous partons. Mais c'est ce que nous laissons qui fera que notre nom va toujours résonner hein, dans les oreilles et partout ailleurs dans le pays. Vous avez évoqué le cas des pays anglophones qui nous donnent Nigeria, Ghana de bons exemples. Les pays francophones, le Sénégal, même le Bénin, on fait partie quand même de ces pays qui pratiquent une bonne alternance démocratique. Mais il y a aussi les pays lusophones. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique. Après l'élection présidentielle, les contestations se poursuivent. L'armée a été obligée d'être déployée dans la rue pour mater les populations. Ça veut dire que ce n'est pas spécifique à des pays francophones. Oui, parce que bon, la France, nous savons très bien ce que la France fait un peu partout. C'est pourquoi on lui porte tous les chapeaux. Hein. Et si j'ai donné l'exemple de la France, c'est parce qu'il y a déjà les griffes de la France au niveau de l'AES, les raisons pour lesquelles ces pays se sont retirés et puis ont demandé à ce que leur base puisse être dégagée chez eux. J'aimerais, pour ne pas dévier de votre débat, parler aussi d'un fait. Quand vous voyez l'élection présidentielle au Sénégal et au Ghana, il n'y avait pas eu cette histoire que les gens nous mettent dans la tête à faire de candidature unique. Vous savez, ils étaient au Sénégal, je crois, 19 en lice, et au Ghana, ici, 12. Mais la population a su qui choisir. Nous voulons que les populations me le permettent. Aujourd'hui, il faut que je crève l'abcès pour les aider, parce que nous avons des élections prochaines. En 2025, sauf tout changement, on a une élection de taille, bien sûr, des élections locales à venir. Il faut que les populations comprennent que les hommes politiques, il faut les suivre dans leur sortie. Je ne pense pas que François Fillon et consorts vont dans les quartiers de France pour animer des meetings, parler aux gens. C'est sur les médias. Mais nos populations sont tellement retractées sur leurs activités qui ne suivent pas des émissions politiques, qui ne suivent pas les leaders politiques. Et elles adorent ceux qui sortent de nulle part à 1 mois ou à 2 mois des élections. Vous devez d'abord savoir, dès aujourd'hui, qui sont ceux qui doivent être candidats. Dans certains pays, déjà à 2 ans, les candidats se déclarent et vous les connaissez, vous les suivez. Et ces candidats aussi savent où mettre les pieds. Mais ici, on vous pousse dans un conglomérat de candidatures uniques et quand ça n'arrive pas, on distille dans la population, vous regardez-les. Ils n'arrivent même pas à s'entendre, mieux vaut ne pas les suivre, venir avec nous. Donc les populations doivent commencer par avoir une culture. La culture politique du Ghana est très élevée que la culture politique du Togo. Et c'est ça qu'on doit commencer par faire. Ça va énerver bien sûr. La Nivakine n'est pas douce, mais elle guérit. Plus que le sirop. Il faut quand même qu'on commence par
dire des vérités aux populations. Alors, cette maturité démocratique dans ces deux pays, par exemple le Sénégal, puisque c'est de ça on parle ce matin, Sénégal, Ghana, à quoi est-ce que vous la rattachez? Bon, ça vient quand même de toute une histoire, hein, de ce que ces pays-là ont vécu. Au Sénégal, à un moment donné, on a eu quand même le Sédar Senghor, un monsieur très brillant, mais à un moment donné, les populations se sont dit, ben, il ne faut pas véritablement notre affaire, parce que cette affaire de la France-Afrique, ça a commencé depuis fort longtemps. Le Sénégal, c'était quand même la capitale de l'Afrique occidentale francophone, Lahore. Donc, à un moment donné, les populations se sont dit, ben, est-ce que réellement nos biens sont en train de nous profiter ou bien ça profite juste à la France? Ils se sont rendus compte que Sédar Senghor était là, était au service quand même de la France et pas du Sénégal. Donc ils l'ont renversé. Après, il y a eu Abdou Diouf aussi qui a eu à faire son petit bonhomme de chemin. Et à un moment donné, bon, avec le discours de Abdoulaye Wade, prônant quand même la rupture, les Sénégalais ont choisi Abdoulaye Wade. Sauf que quand Abdoulaye Wade aussi lui aussi était venu, et bon, il s'est approprié de la France parce qu'il voulait rester au pouvoir de vitam aeternam, il s'est mis dans les pattes de la France. Et son dauphin Macky Sall, qui était avec lui, hein, qui était au gouvernement avec lui, comprenant réellement l'aspiration de la population de rompre avec le colonisateur, il a tenu d'autres discours, et puis bon, à part après, les Sénégalais leur publicité, il était venu au pouvoir. Mais quand il était venu au pouvoir, ben, c'était le pire, hein, de tous ses prédécesseurs. Et il était véritablement au service de la France, même après, hein, qu'il ait été déchu de sa présidence, après qu'il ait fini sa mandature, il a été nommé par la France comme ambassadeur. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si c'est ce que les populations veulent. Maintenant, comme Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont d'une certaine idéologie de rupture et que les populations ont vu en eux une certaine fougue pour pouvoir rompre avec la puissance coloniale, alors on a voté pour eux. Eux actuellement ils sont au pouvoir, ils sont en train de faire leurs preuves, ils sont en train de rompre, hein, petit à petit les relations avec la France, et ça prouve à suffisance que les États ont une certaine culture, les populations ont une certaine culture. Les gens ne restent pas à la maison les bras croisés pour dire que bon voilà, on va faire certaines choses pour moi. Vous avez pu constater la mobilisation de la population sénégalaise malgré les plus de 36 morts. Mais ces gens-là ne se sont jamais désengagés. Les gens vont jusqu'à au domicile d'Ousmane Sonko pour le protéger. Ça prouve à suffisance que les peuples sont déterminés à faire un certain nombre de choses, à faire avancer leur pays. C'est ça aussi la culture politique, défendre son pays contre ceux-là qui veulent le plonger dans le noir. Donc c'est une culture politique. Au Ghana, c'est Rollins qui a fait le lot des travaux, malgré que bon, même sa gestion n'a pas été du tout parfaite, mais c'est lui qui a posé quand même les jalons de cette démocratie-là, parce que je parle du fait que sa gestion n'a pas été parfaite, parce qu'il y a des gens qui ont été tués, même le père de Nana Akufo-Addo qui a été tué dans cette affaire-là. Mais il faut parfois raser tout pour faire du neuf. Et c'est ce que Rollins a fait au Ghana. Au Sénégal, c'est toute une autre histoire. Et ce qui est que, il faut savoir que les populations de ces deux pays-là ont une certaine culture politique, et à chaque moment qu'il y a problème, ils attendent le moment venu pour sanctionner celui-là qui est à la tête du pays. Et ceux-là n'attendent que ça. Et s'il y a eu problème au Sénégal avant la fin du mandat de Macky Sall, c'est parce que les populations ont vu que celui-là, il veut faire du foutage, il veut créer quelque chose qui ne va pas véritablement les arranger, et il faut lui barrer la route. Et les institutions de la République, si étaient mises, si la population n'était pas mobilisée, ces institutions-là aussi n'allaient pas dire le droit. Donc c'est par rapport à la mobilisation, à la pression populaire que les institutions se sont dites, mais si nous ne disons pas le droit, si nous ne lisons pas ce qui doit être fait, alors là, on aura des problèmes. Donc, ils ont aussi craint la population pour dire le droit, et c'est ce qui fait aujourd'hui la fierté quand même du Sénégal. Vous pensez qu'il a exprimé vraiment tout ce qui fait cette maturité démocratique qu'on retourne au Sénégal et au Ghana aujourd'hui? Oui, c'est une maturité politique qui était là depuis, hein, mais qui a failli vaciller au Sénégal. Mais pour le Ghana, ils sont tellement jaloux. Vous savez, c'est la corruption. Les populations sanctionnées sur plusieurs plans. On a écouté le côté inflation dans votre élément. Il y a le côté corruption. Il y a beaucoup de choses. Les populations ne tolèrent pas.
Suivez simplement les médias ghanéens, juste les radios, dans Aplaou ici. Vous allez écouter des émissions interactives, des émissions où on dénonce des choses. Et les médias ont été mis à contribution dans ces genres de pays pour les compilations. Mais dans d'autres pays, vous n'avez même pas le droit, le jour-là, d'aller même dans certains bureaux de vote, demander des tendances. À midi, normalement, on devrait connaître des tendances. Quand on vote, arrivé à midi, on parle des tendances. Mais dans certains pays, vous ne pouvez pas. Suivez le regard des pays dont je parle. Donc, la culture politique du Ghana et du Sénégal est à un niveau par rapport à d'autres pays. Nous avons écouté dans la revue de presse la Côte d'Ivoire qui est en train de vouloir basculer encore. Alassane Ouattara qui veut se présenter encore. Des gens, pour avoir avec le pouvoir, allez-y devenir ancien président, on viendra vous demander des conseils. Et ça, regardez Abdou Diouf, quelqu'un de respecté, de respectable, qui va n'importe où et puis qui a toujours l'honneur là. Pourquoi des gens veulent rester ad vitam aeternam? Parce que des gens ont commis des choses et qu'ils ont peur que cela soit découvert quand ils ne seront plus là. C'est pourquoi il faut bien faire les choses. Mais justement, est-ce que vous n'êtes pas vous opposant, parce que vous avez reconnu que vous êtes acteur politique, mais puisque vous n'êtes pas aujourd'hui au pouvoir, ça veut dire que vous êtes opposé à ce qui se fait là, est-ce que ce n'est pas déjà la dénomination opposant, et puis après vos discours va-t-en-guerre qui font que les gouvernants au sommet ne veulent pas descendre? Merci beaucoup. C'est sur votre plateau ici que j'ai sorti une expression que j'aimerais moi que cette expression d'opposant soit révolue. Et je voudrais plus qu'on dise les partis en lutte pour le pouvoir. Qu'il n'y ait pas d'opposition, c'est ici, on l'avait dit, c'est frontal. Ça passe en même temps au clivage de l'antagonisme. Mais écoutez, j'ai toujours donné l'exemple, quand nous allons marcher, nous sommes en fin de l'année, il y a des revendeuses de riz. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chez quelqu'un, chez une dame. Vous faites votre choix. Vous arrivez, vous voyez. En enfance, on blaguait, on allait au marché pour goûter du gari, pour dire qu'on va acheter. Vous goûtez, vous voyez un peu, vous achetez quelque part. Donc, il y a certains qui n'ont pas ce langage va-t-en-guerre. Je suis dans un parti politique où le respect des valeurs y sont. D'abord, le chef du parti même, c'est l'un des plus humbles ici au pays. Donc, il y en a qui font bien. On n'oblige personne. Il y a quelqu'un qui a dit dans l'élément que mon père est un votant de ci. Donc je dois aussi voter ci. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire comme ça. Demandez à Marine Le Pen et puis son grand-père, et Marion Maréchal et tout. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que quelqu'un fait. Vous avez votre discernement à vous. Il y a des gens qui ont ce langage va-t-en-guerre. Il y a des gens qui ont ce langage vindicatif. Quand nous venons, c'est la chasse aux sorcières, c'est ici et ça. Vous n'êtes pas obligé de rester avec ceux-là. Il y en a qui font bien. Donc restez avec eux. Donc il y en a qui font bien et nous sommes de ce côté-là. Est-ce que vous pensez que l'opposition en Afrique rassure les gouvernants de l'heure? Non, moi, vous savez, on n'est pas avec le pouvoir. On vient, on fait sa lutte et puis on accède au pouvoir. De la même manière que tu as pu accéder au pouvoir, il faut savoir qu'un jour tu vas quitter. C'est aussi simple que ça. On parle de la res publica, la chose publique. Hein? Le chef de son parti politique a été mon professeur de droit civil et d'intro au droit. C'est un homme assez humble d'ailleurs. Oui. Et vous savez, ce qui fait que la plupart du temps les oppositions sont assez frontales, sont dans cette lutte-là avec les pouvoirs en Afrique, c'est parce que les pouvoirs sont assez rigides. Ils ne veulent pas lâcher prise, ils ne veulent pas faire des concessions. Et ça pousse les gens à être, comment on dit, être durs aussi dans leur ton. Alors, je vais vous donner au moins 2 ou 3 exemples sur lesquels vous allez peut-être opiner. Alors, vous vous rappelez, Abdoulaye Wade, quand il brandissait la liberté pour la région de Casamance, tous les discours qu'il avait tenus. Mais quand il est arrivé au pouvoir, tout le monde a vu ses attitudes. Et vous l'avez relevé tout à l'heure. Et ça fait que la population s'est opposée à un moment donné. Lorsqu'on a vu Joao Lorenzo en Angola, quand il a cédé au pouvoir, lui qui, pendant longtemps, est resté avec le père de l'indépendance du pays. Mais quand il est arrivé au pouvoir, les actions fortes, c'est d'abord Isabel Dos Santos.
et son frère au niveau de Sonagol qui sont partis. Alors, on a vu Gazouani en Mauritanie, quand il est arrivé, ce qu'il a fait, c'est dissoudre d'abord le parti du président Ould et puis après le mettre en résidence surveillée à ce jour. Alors, quand vous avez de ces genres d'exemples, alors que vous êtes des présidents, vous partagez ces sommets de l'Union africaine ou de la CEDEAO en commun, et vous avez appris ce qui est arrivé à votre ancien président ou ami ailleurs, est-ce que vous avez envie de partir? Vous aurez envie de partir si vous avez bien géré le pays. Parce que vous savez, gérer un pays, c'est d'abord un problème. Si la gestion est faite efficacement et de manière transparente, vous n'aurez pas de problème à partir. C'est ça. Obama, il a fait 8 ans à la tête des États-Unis, mais il était venu tout jeune. Hein. Après 4 ans, sa tête était devenue grise. Vous voyez, ça veut dire qu'il a tous les problèmes sur sa tête. Gérer même une famille, c'est déjà pas facile. Et imaginez un peu gérer tout un pays, tous les problèmes d'un pays. Donc la meilleure des choses, c'est la gestion. Quand vous venez au pouvoir, respectez les institutions, ayez une certaine transparence dans la gestion du pays et surtout respectez les tests. Quand les tests sont là, il faut les respecter, il ne faut pas modifier les tests pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est ça qui pose un problème. Et quand vous développez cet emboulé du pouvoir-là, vous restez au pouvoir 8 ans, 10 ans après, vous vous considérez comme un légiaton. Vous devenez un danger pour la population. Et les caisses de l'État se retrouvent à la présidence, la gestion n'est pas efficace, une gestion opaque, et ceux-là qui s'entourent de vous-même, ceux-là qui sont autour de vous, ce sont des gens, ce sont des pays, ils deviennent des pilleurs de la République. Vous n'aurez pas le courage de partir. Ces gens, c'est la question qu'ils disent la plupart du temps, on ne me donne pas de garantie. Mais nous devons mettre en tête que la reddition des comptes est importante. Parce que vous ne gérez pas votre denier public, votre propre denier. Vous gérez quand même le denier public, vous gérez les fonds du pays. Donc quand vous finissez de gérer, souffrez qu'on vous demande des comptes. Vous savez que si Sarkozy était en Afrique, il serait en prison. S'il était en Afrique, il serait en prison. Parce qu'il a eu à mal gérer le pays. C'est aussi simple que ça. Un ancien président de la République, quand même, comme vous l'avez dit, c'est des charges énormes. Et puis il a fonctionné, à la limite, dans un système qu'il ne maîtrise pas souvent. Parce que Gbagbo l'a dit, je ne peux pas dire qu'on n'a pas tué, mais je ne sais pas ceux qui l'ont fait. Peut-être dans mon cas, parce qu'il y a des ailes. Vous savez, la gestion d'un pays, c'est autre chose. Alors, on ne peut pas parler quand même de la gestion du pays et ne pas parler de reddition des comptes. Quand vous venez au pouvoir, vous êtes venu au pouvoir, vous avez mis là-bas, vous êtes premièrement un serviteur de la nation. Et quand un serviteur se fait tout puissant et détruit les biens de la population, souffrez que quand vous ne serez plus là, on vous demande des comptes. On va vous demander des comptes. Moi, je ne veux pas qu'on dise que non, donner des garanties aux gens, des gens qui ont eu à brimer la population, qui ont eu à tuer, et puis juste après, bon, comme ce sont des anciens dirigeants, faisons leur quand même comment on dit, donnons-leur quand même une carte blanche pour qu'ils puissent continuer à vivre, alors qu'ils ont eu à tuer des gens. La vie de ces gens-là ne sont pas moins importantes que la vie de ces anciens dirigeants. Alors, Jean Wesson, vous êtes membre d'un parti politique. Est-ce que la démocratie que vous chantez sur ce plateau se vit là-bas? Extrêmement grand, trop grand même. Ce matin, j'ai eu encore à travailler avec le président, très tôt le matin pour quelque chose. Vous nous verrez très bientôt sur les réseaux. On a eu à travailler. Comme il a dit, il connaît bien la personne dont je parle. C'est quelqu'un qui écoute les autres. Et il fait partie de ceux qui peuvent diriger ce pays. Et c'est quelqu'un, si les populations arrivent à bien comprendre cette personne, voilà les valeurs sûres dont le pays a besoin. Je ne vous vends pas cher la peau du loup avant de l'avoir attrapé. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Oui, en termes de démocratie, chez vous, s'il y a des primaires aujourd'hui, vous allez aux primaires. Ah ben, s'il y a des primaires, il passerait encore haut les mains. S'il y a des primaires, il passerait haut les mains. Non, ce que je vous dis, c'est parce qu'il y en a qui ont l'intention et l'envie de bien faire. La reddition des comptes, c'est quelqu'un qui a fait même, s'il m'envoie même acheter une pile, je prends une facture et je lui montre pour qu'il sache que de la manière dont il est, c'est dans mes mains, des fois il met l'argent et quand je l'utilise, je lui fais les comptes. Je lui fais les comptes s'il y a même des monnaies.
C'est une affaire de volonté. Quand vous n'avez pas la bonne volonté en vous, même le père de famille, quand tu n'as pas la bonne volonté en toi, tu préféreras prendre ton argent pour aller voir les petites filles au dehors, ou bien aller boire la bière et venir dire à madame que l'argent n'est pas là. Si tu n'as pas une bonne volonté en toi, sachant que tu as des enfants, tu dois prendre soin. Imaginez, notre pays, nous avons du phosphate. Nous avons là-bas le phosphate qui est là, nous avons le clinker, etc. Chez nous, nous avons le ciment qui est très élevé par rapport au pays de l'Interland, où on ne fabrique pas, je parle du Niger et autres, on ne fabrique pas le ciment, c'est dans les 50, 60. Nous sommes ici à 70, 80. Combien de fois on a eu à nous faire des comptes? Notre port, voilà ce que ça nous a ramené telle année. Normalement, les directeurs centraux, c'est... Est-ce que vous avez cherché à voir les chiffres et on ne vous a pas communiqué ça? On ne devrait pas aller chercher. Ça, c'est une fuite en avant que les gens font souvent. On ne devrait pas aller... C'est vous qui gérez. C'est vous qui devez venir faire des comptes. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée. Quand nous avons des gens de valeur à l'Assemblée, au Ghana, quand on dit que les MPs, Members of Parliament, quand on appelle un ministre, le ministre tremble. Mais ici, quand un ministre appelle un député, c'est le député qui tremble. Quand on appelle au gouvernement... Vous avez été député, vous? Non, je parle de ce que nous connaissons au Ghana. Quand les MPs au Ghana appellent les ministres pour venir parler, le ministre n'est pas... Même si c'est demain, cette nuit, il commence par travailler avec son cabinet sur comment se défendre. C'est ce qu'on appelle la reddition des comptes. Quand vous dites je suis redevable à qui, vous escortez, vous avez une garde prétorienne qui est autour de vous, vous avez la boulimie du pouvoir et que vous n'avez pas vous avez des comptes à rendre à personne, vous marchez comme si il y a devant ces maïs. Nous devons avoir de la reddition des comptes et les populations doivent faire quoi? Actuellement, sur le prix de l'essence, j'ai écouté dans votre introduction, ce n'est pas une bouffée d'oxygène. On devrait normalement, avec le prix du baril à l'international, payer. Je ne suis pas un ingénieur dans les hydrocarbures, mais on devait être dans les 400. On devait payer dans les 400. Ce n'est pas 20 francs qu'on devait enlever et que les gens vont applaudir comme quoi il y a eu une réduction. Dans aucun pays de la sous-région, on est à 400 francs le litre d'essence. Si nous avions payé le litre d'essence au moment où le baril était dans les 110 dollars, on l'avait payé dans les 500 ou bien 600, et qu'actuellement le baril est en dessous de 100 dollars, faites le calcul. Donc il faut quand même qu'on dise vraiment que le pays... Voilà ce que nous avons. Oui, l'inflation, elle est généralisée et tous les pays également subissent le coup. Alors aujourd'hui, on va évoluer. Oui. La jeunesse, entre-temps, elle a été souvent instrumentalisée. C'est elle qui se jette dans la rue pour casser les infrastructures. On l'a vu au Ghana, le peu qui est sorti est allé faire un vote utile. Au Sénégal, elle a protégé la maison de Sonko contre les policiers et a livré donc sa vie. Et à la fin, c'est la joie. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine est en train de prendre conscience autrement? Oui, je pense que la jeunesse africaine est en train de prendre conscience, hein, comme ça a été avec la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est en train de prendre conscience. C'est vrai que ça va être un peu difficile d'arriver quand même à une souveraineté totale face à des ogres de ce monde, mais je pense qu'à un moment donné ça va arriver, et les jeunes aujourd'hui sont en train de prendre conscience. Dans certains pays, la plupart du temps on pensait que bon, la politique c'est juste une affaire des âgés, des gens qui sont à un certain niveau de la vie, mais aujourd'hui beaucoup de jeunes sont en train de comprendre que non, une fois que mes idées sont bonnes, la population va m'accompagner, et c'est ça aussi la politique. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que la population africaine, et surtout la jeunesse, une population africaine très jeune d'ailleurs, je pense qu'on est en train de prendre conscience, sauf que dans certains pays, il y a un certain laxisme ou bien du je m'en foutisme de la part des jeunes qui ne veulent pas s'approprier de la chose politique. C'est ça aussi un problème. Mais la majorité des jeunes africains aujourd'hui, quand ils voient les choses, ils se disent bon, on peut y arriver, on peut se libérer. Mais si vous êtes juriste, s'il vous est donné la possibilité de vous engager politiquement, vous le ferez? Bien sûr, je le ferai. Ah oui, vous êtes déjà jeune, mais conseiller déjà au niveau de la commune de Golfe 5. Vous vous sentez vraiment engagé, vous, personnellement? Hyper engagé. Et ceux qui me connaissent le savent. Je vais encore vous choquer.
au Sénégal, avant que Diomaye Faye ne soit élu, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les jeunes qui sont sortis pour aller voter. La majorité étaient des personnes âgées. Les jeunes, c'est après ils sont rentrés dans la danse. Quand vous fouillez, la majorité, c'est des personnes âgées qui ont compris la chose. Les jeunes sont dans leur tour d'ivoire avec surtout la manipulation de ces jeunes-là, c'est dans les loisirs. Vous allez les voir à la plage comme si c'est Moïse qui veut faire traverser la mer Rouge avec les Israélites les dimanches. En faisant ça, vous donnez un signal au gouvernement que tout va bien. Les jeunes, vous les verrez que seulement si vous sortez de l'argent. Le civisme a disparu. Quand vous vous appelez tout de suite dans un quartier, à un quartier propre, si vous ne mettez pas de l'argent, que chacun reparte avec 1000 francs ou bien 2000 francs, les jeunes ne sortiront pas. Maintenant, ces jeunes sont en train de réclamer, bien en train de chercher un changement. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Et je remercie ces jeunes-là conscients qui ont compris qu'il faut quand même faire un pas. Avant d'atteindre un palier de l'escalier, il faut faire des pas. Mais est-ce que ce n'est pas la faute aussi aux partis politiques? Parce que l'animation de la vie politique, Oui. le civisme, l'éducation, la culture à la chose politique, ça passe quand même pas des engagements que vous avez pris à la création des partis. Mais est-ce que ce volet-là est pris en compte véritablement? Vous formez les jeunes? Je vais toujours vous choquer en disant que il y a un jeune à la maison qui ne s'est même pas engagé dans une association, ni dans un parti politique. Mais c'est lui qui crie qui doit avoir le renouvellement à la tête d'un parti politique. Il faut d'abord adhérer au parti politique. Il faut d'abord adhérer là-bas pour pouvoir gravir les échelons. Tu es là-bas, derrière ton smartphone, vous les voyez. Chaque fois qu'on était envoyé des... Je ne vais pas qualifier cela, mais ils n'ont jamais fait le pas. Le jeune qui est incapable de sortir de sa maison, les bureaux de vote maintenant sont quand même très rapprochés des maisons, qui est incapable de faire 200 mètres pour aller déposer un bulletin dans l'urne, c'est lui qui va demander un miracle à un homme politique qui vit la politique avec ses actes au jour le jour. Si les gens vous disent ce qu'ils subissent à cause de leur engagement, les marchés qu'ils n'arrivent pas à avoir, les endroits où ils ne peuvent pas, c'est-à-dire les choses qu'ils subissent, mais le jeune qui te dit que les choses sont volées, mais qui n'a même pas donné de son travail, de son service pour être délégué. Imaginez, il y a des bureaux de vote, il n'y a pas de délégués. Les partis politiques ne peuvent pas pondre des délégués. C'est des gens qui doivent venir. En France, on les appelle les bénévoles. Ils ne demandent rien. Mais ici, on vous dit, c'est combien. Et quand déjà vous les engagez, déjà à 9h ou à 10h, vous devez avoir le petit déjeuner. À midi, on vous appelle déjà la nourriture où le soir, avant de vous remettre des gens saisissent même les PV, vous devez les payer. Et avec ça, quel engagement vous voulez? Parce que dans le camp d'en face, vous recevez déjà ce que vous avez à recevoir avant d'y aller. Il faut un engagement. Ça fait mal, mais avant de pouvoir avoir une maison, on racle le sol. Gabel a dit, il faut quand même des fois qu'on rase des choses. Didier Rollus l'a fait. On rase avant que l'hôtel 2 février n'était pas venu rester comme ça là-bas. Vous imaginez la fondation? La fondation, il faut creuser. Je sais que ce que je dis va énerver les gens de peu de volonté. Mais ceux qui ont de la bonne volonté et du discernement, ils comprennent que cette personne est en train de toucher quelque chose de très, très sérieux. Donc il faut véritablement que nous puissions nous engager avant de chercher à avoir un changement. Vous n'êtes pas obligé d'aller où votre père était, où votre soeur était. Vous avez votre discernement. Et suivez les jeunes. Suivons les émissions politiques. Je suis désolé, nous sommes sur une chaîne concurrente, mais peu sont ceux qui suivent la TVT. Mais c'est là-bas les informations officielles. Avant d'avoir d'autres informations officielles. Combien sont ceux qui lisent Togo Presse, le journal officiel et tout? Il faut quand même que les jeunes puissent savoir. Les Sénégalais sont des gens que vous ne pouvez pas tromper. Les Ghanéens, vous ne pouvez pas les tromper politiquement. Nous devons aussi commencer par emboîter ce pas. On va bientôt sortir. Donc les champions de la démocratie en Afrique francophone et anglophone, c'est le Sénégal et le Ghana. Oui, bon, c'est le Sénégal, le Ghana, le Bénin y ajoute aussi, hein, pour dire que ce sont des pays qui ont quand même une culture politique. Moi, dans chaque pays où il y a quand même une certaine transparence dans la gestion, et les gens savent que, bon, au bout d'un certain nombre de mandats, je vais partir du pouvoir. C'est ça qui fait aussi que, bon, la politique marche bien dans ces pays-là. Ça
aide quand même les jeunes à s'engager. Quand nous prenons aujourd'hui le Sénégal, c'est un pays où les jeunes, tout le monde peut rêver aujourd'hui devenir président du jour au lendemain. Parce qu'il y a un jeune au pouvoir, quelqu'un qui vient de nulle part. Il suffit juste que la population approuve ce que tu leur dis. C'est aussi simple que ça, même au Ghana. Et partout ailleurs, au Bénin aujourd'hui, si tu as quand même la capacité de rassembler les gens autour de toi, tu peux devenir président de la République. C'est ça qui fait vivre un pays. Le rêve, permettre à tout le monde de rêver. Et il faut permettre à la population de rêver aussi. Et la population, la plupart de ces pays qu'on a cités, les gens ne perçoivent pas de l'argent pour aller voter. Donc c'est un engagement. Alors, c'est toujours bien de quitter les affaires et revenir parce que Dramani vient de nous prouver que c'est possible en Afrique, tout comme Donald Trump aussi aux États-Unis. Ah oui. Et lui se projette déjà dans les 8 ans. Et Dramani, c'est depuis 2017, il est parti. Et nous voyons aussi aux côtés des États-Unis. Pour les États-Unis, c'est une vieille démocratie. Hein. Là-bas, c'est vraiment complexe et complexifié. Donc, chez nous, dans nos pays africains, il faut quand même... C'est l'engagement qui est l'essentiel. Quand je discute avec certains amis, c'était le samedi dernier, j'ai parlé 5 minutes avec quelqu'un, la personne a dit oui, tu viens de me redonner le goût politique. Il faut quand même que chacun puisse avoir ce goût politique-là. Ça ne veut pas dire d'aller prendre un siège parlementaire chez quelqu'un ou bien un fauteuil présidentiel. Non. Intéressez-vous à la chose, c'est la res publica, la chose de nous tous. Maintenant, quand tu te détaches, nous allons subir les désidératas des parlementaires durant 6 ans. Sauf changement en chemin. Ceux qui sont restés à la maison, ça me fait toujours mal, surtout pour le golf. C'est 70% d'abstention. Et je ne parle du golf 5. 70, les chiffres sont là. 70% d'abstention, qui veut dire 3 personnes se sont exprimées sur 10. Et les 3 personnes ont imposé leur desiderata au 7. Donc exprimons-nous, on le dit. Lorsque vous n'êtes pas à un endroit de prise de décision, les décisions seront prises contre vous. Merci donc à vous pour cette vision des choses. Vous voulez les changer avec les jeunes, donc l'engagement total et indéfectible à tous les niveaux. Nous sommes aussi engagés pour vous servir le bonheur. C'était One Money sur One TV. Vous vous retrouvez également sur TikTok, Facebook et Instagram, même WhatsApp. Vous avez les liens pour pouvoir suivre et revivre ces émissions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.